allons donc continuer sur un moment d'échange avec 5 dirigeants de 4 entreprises plus l'Orchestre national de Bretagne, afin de nous projeter sur les transitions que ces 5 secteurs auront à mener dans les 80 prochaines années. Pour cela, je vous demande d'accueillir Patrice Perraudot, directeur du site de Safran à Fougères, Clément Gallic, président et cofondateur d'Unseen Labs, Magali Bras, secrétaire général du groupe Innoval, Nicolas Ellis, directeur musical de l'Orchestre national de Bretagne, et Benjamin Lévy, directeur des opérations chez Orange Entreprise Grand Ouest. Merci à tous les 5 d'être là ce soir. Benjamin, vous avez débuté au sein du groupe Orange il y a maintenant 5 ans. Vous êtes désormais directeur des opérations dans le Grand Ouest. En tant qu'acteur majeur des télécommunications, vous êtes confronté à de nombreuses technologies de rupture. Ainsi, selon vous, quelles seront les technologies transformatrices à moyen et à long terme, et en quoi changeront-elles la nature même des communications ? Alors tout d'abord, merci et merci de m'accueillir ici. Je vous prie de m'excuser, je ne suis pas avec vous aujourd'hui, en fait je suis dans un CIT, dans une capsule immersive temporelle. Je vis actuellement en 2105, mais j'ai pu me déplacer grâce à ça pour vous voir aujourd'hui. Petite information, Elon Musk a atteint les 134 ans, la moustache est revenue à la mode et bonne nouvelle, l'égalité homme-femme est enfin l'actualité. Alors c'est drôle parce que Xavier Mélier en parlait tout à l'heure, et puis aussi sur l'étude de ces jeunes étudiants qui a été partagée tout à l'heure. La technologie a complètement changé aujourd'hui en 2105, donc 80 ans après votre époque. En effet, le numérique, c'est tous les jours. Le quantique, c'est tous les jours. Le cloud souverain aussi, c'est tous les jours. La data, l'IA, tout ça, c'est des technologies qui existent et qui sont totalement constantes, un peu comme l'électricité. Vous la voyez partout, tout le temps, elle vous accompagne partout, mais vous vous demandez pas trop comment ça fonctionne derrière parce que c'est un acquis. Et ça, c'est important de le comprendre. La deuxième chose qui est importante à mentionner, c'est l'évolution des marchés. Alors on parle à votre époque encore de B2B, B2C, le marché pour le public, pour les consommateurs et les entreprises. En 2105, on parle d'autres types de marchés. On va attaquer plus des marchés de B2 AI, B2 robot. On va vraiment vendre des choses pour les robots, pour les intelligences artificielles et toutes les technologies qui seront augmentées. Une autre mention qui est importante, c'est que les dirigeants du monde de demain, le monde dans lequel je vis aujourd'hui, c'est les dirigeants qui sont de ce millénaire, qui sont nés après les années 2000 et qui ont en effet cette notion d'humanisation de la technologie, et ça a été très bien dit tout à l'heure, mais aussi une dimension écologique très très forte. Et je me rappelle, certains collègues de 2025 m'avaient mentionné qu'en 2030, on faisait avec Orange et Climate Impulse le premier vol autour du monde, vol solaire avec un avion, donc c'est un bel exploit. Et les technologies vont vraiment diriger la façon dont on va investir dans le monde pour un monde plus écologique, et le numérique va vraiment être la technologie qui va nous le permettre. Merci Benjamin. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre secteur. Magali, vous rejoignez le groupe Innoval en 2020 en tant que directrice des ressources humaines. Vous en êtes désormais la secrétaire générale. Pour rappel, le groupe Innoval est une coopérative de 2000 collaborateurs qui aide les éleveurs de la filière bovine à optimiser les performances de leur cheptel. Donc Magali, pouvez-vous nous expliquer comment le groupe Innoval aidera-t-il les éleveurs en 2105 ? En 2105, c'est aujourd'hui et demain en même temps. Hein. Donc effectivement, ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'en 2105, on aura tous encore besoin de se nourrir. Et donc pour le coup, il faudra bien qu'on ait de quoi se nourrir. Alors, on est vraiment au sein de la coopérative, on essaie d'anticiper l'élevage de demain, hein, avec nos éleveurs et en les questionnant. Hein. On représente 23 000 éleveurs en France, et particulièrement ici dans ce territoire qui est un grand département laitier, effectivement.
Les éleveurs de demain, déjà, on sait ce qu'ils veulent, ou on sait ce qu'ils veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est garder des exploitations de taille moyenne. Ils veulent pas des grandes exploitations comme aux États-Unis ou partout ailleurs, ou ailleurs en tous les cas. Ils veulent garder des exploitations de taille moyenne qui leur permettent moi j'appelle ça un élevage de proximité, mais qui leur permettent effectivement aussi de transmettre leur patrimoine. Forcément, ils veulent en vivre, et ça, c'est pas si simple que ça tous les jours. Et puis ils veulent du confort, parce qu'aujourd'hui l'éleveur, il n'a plus envie de travailler 80 ou 90 heures par semaine, et puis il a envie de prendre un petit peu de vacances. Et donc l'exploitation de demain, forcément, il faudra qu'on réponde à tout ça. Puis évidemment, on en a parlé tout à l'heure, les conditions climatiques, le stress climatique, le manque d'eau, les maladies, tout ça sont effectivement des contraintes qui vont arriver à gérer, à devoir être gérées dans les élevages, sachant qu'on gère du vivant. Donc ça veut dire que dans la coopérative, les commandes des éleveurs du soir jusqu'à 22h sont servies le matin ou celles du matin l'après-midi. Il faut absolument être en réactivité importante. Par rapport à tout ça, il y a plusieurs évidemment réponses à ça. Il y a une réponse qui existe depuis toujours dans l'élevage et qui sera encore plus importante demain, c'est la génétique. Forcément, on doit avoir des troupeaux qui puissent répondre aux demandes, à la qualité de nos produits et pouvoir renouveler nos troupeaux. Et la coopérative a, pas depuis 80 ans, mais je dirais depuis 65 ans quand même, un très grand savoir-faire en la matière de génétique, qu'elle exporte d'ailleurs partout aussi, y compris en Chine d'ailleurs, sur le sujet. Donc cette génétique est une réponse extrêmement importante et on doit continuer à avoir des produits et de la création génétique et des produits de génétique de qualité. La deuxième chose, on en parle, c'est le numérique, parce que dans un élevage, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a des tonnes et des tonnes de données à gérer, qu'elles soient génétiques ou qu'elles soient de qualité de lait ou qu'elles soient complètement diverses. Et aujourd'hui, on va apporter effectivement à l'éleveur tout ce confort qu'il réclame, en tous les cas, et on va gérer les élevages avec un certain nombre d'outils de pilotage qui sont connectés, y compris du monitoring, par exemple, pour favoriser les vélages. Et toute cette donnée, elle est augmentée de l'intelligence artificielle qui va permettre de faire de la prédiction pour, par exemple, savoir à quel moment on doit récolter et quand est-ce qu'il va pleuvoir, quelles céréales on doit en tous les cas mettre en œuvre. Et toute cette technologie, la coopérative investit aussi en intelligence artificielle forcément, parce qu'il faut gérer toutes ces données numériques. Et l'agriculture de demain et l'élevage de demain, c'est exactement ça. Et puis je dirais une troisième raison, peut-être en tous les cas, et ce qui compte, et j'entends tous les discours autour de l'intelligence artificielle, mais l'élevage, c'est nos campagnes, c'est nos ruralités. Et aujourd'hui, il y a des milliers de techniciens et de conseillers qui sont dans les élevages tous les jours. Et on l'a vu, on a parlé du Covid dernièrement, c'est la souveraineté alimentaire. Et pour le coup, c'est pour ça qu'on continue à être dans les élevages tous les jours, pour accompagner les éleveurs dans leurs choix stratégiques de production et de stratégie économique. Et ce lien, c'est aussi peut-être, on parle d'intelligence artificielle, on parle de génétique, on parle de laboratoire d'analyse ADN, mais il reste l'humain pour aller piloter et prendre la bonne décision au bon endroit et pour pouvoir accompagner les éleveurs à continuer à avoir cette production de demain. Je vous remercie Magali. Nicolas, en 2023, vous êtes nommé directeur musical de l'Orchestre national de Bretagne. En parallèle, vous poursuivez de nombreuses collaborations avec des orchestres européens, témoignant de votre rayonnement international. Le spectacle vivant a su se réinventer au fur et à mesure des avancées technologiques et évoluer au fil des siècles. Pourriez-vous nous dire, avec la montée de l'IA, selon vous, comment va-t-il réagir et comment ce spectacle vivant va-t-il évoluer ? Bonsoir. C'est un plaisir de représenter l'Orchestre national de Bretagne. Merci Marion, merci au MEDEF de m'accueillir ici. J'ai envie de dire que, d'abord, avant de parler de l'impact de l'IA, le spectacle vivant, avant tout, c'est quelque chose en temps réel, c'est quelque chose d'éphémère. La semaine prochaine, l'orchestre va présenter 5 fois le même programme. Chaque concert va être différent, légèrement différent l'un de l'autre. C'est quelque chose, le spectacle vivant, qui éveille notre imaginaire, qui remet des fois en question certains, ou plutôt qui va adresser certains enjeux de société qu'on peut avoir, remettre parfois en question certaines croyances qu'on peut avoir, nous faire rire, nous faire pleurer. Mais avant tout, le spectacle vivant, l'essence, je crois,
c'est le collectif humain, d'avoir des personnes dans une salle qui écoutent parfois en silence lorsque c'est une pièce de théâtre, mais collectivement, d'autres êtres humains qui vont leur présenter quelque chose. Parfois, ça peut être un fest-noz où on danse, et c'est une autre expérience de l'art vivant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à mon avis, l'essence, depuis la préhistoire, depuis les œuvres d'art qu'on aurait pu trouver dans des grottes ou depuis le théâtre de l'Antiquité, je crois que l'essence de l'art vivant ne changera pas dans les 80 prochaines années. Par contre, l'IA va avoir un impact sur notre rapport à l'art vivant, et je crois que le fait que la montée du monde virtuel qui nous entoure, dans lequel on se retrouve le plus, et peut-être pour l'instant on s'évade vers le monde virtuel, mais j'ai envie de dire que je crois que dans 80 ans, on va sentir qu'on a encore plus besoin de s'évader vers le monde réel, vers le monde de l'art vivant, et que c'est ça qui va nous rassembler comme être humain, et qui va nous reconnecter génétiquement en fait avec qui on est, et l'expérience d'être humain sur Terre. Alors voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous intéresser aux conséquences que va avoir l'IA sur le travail, notamment dans les usines. Patrice Perraudot, vous êtes le directeur du site de Safran à Fougères, qui a été créé en 1970. Du télécopieur, depuis ses origines, jusqu'à maintenant les pièces pour la défense et l'aéronautique. On a eu une véritable révolution au sein de ce site. Ainsi, comment envisagez-vous l'accompagnement de vos salariés et l'évolution de leurs compétences, qui vous a permis de relever les transitions passées et vous permettront d'aborder celles à venir? En effet, le site de Safran, c'est l'histoire d'un parcours industriel marqué par de multiples reconversions, de multiples évolutions et des transformations et des reconversions réussies, créées en 70 avec la production de téléimprimeurs, mais aussi en passant par des tableaux de bord, des décodeurs, la téléphonie mobile. Et aujourd'hui, on est un acteur clé dans la production de cartes et d'équipements électroniques pour l'aéronautique, la défense et le spatial. Et cette capacité à se réinventer n'est pas le fruit du hasard. Je pense qu'elle repose sur l'engagement des équipes et la culture d'adaptation au changement qui fait partie désormais de notre ADN. Aujourd'hui, je pense que voilà, il y a une nouvelle révolution qui est en marche. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la robotisation, des technologies connectées dans nos usines. La transformation digitale fait partie des priorités du groupe Safran, des priorités stratégiques du groupe. Il y en a 4. Et elle s'appuie également sur l'industrie 4.0. Et l'usine du futur, elle est en œuvre dès aujourd'hui. On exploite les opportunités offertes par ces technologies pour améliorer d'une part l'efficacité opérationnelle, mais aussi renforcer notre compétitivité. Par exemple, aujourd'hui, dans l'usine à Fougères, on numérise nos processus de production. On fait beaucoup de petites et moyennes séries, de produits complexes avec des temps de fabrication très longs. Et donc, on a un fort besoin de traçabilité. Et aujourd'hui, les systèmes numériques nous permettent d'améliorer cette traçabilité de bout en bout des différentes étapes de production, d'optimiser également la chaîne logistique dont on a un peu parlé tout à l'heure, et d'accroître aussi notre agilité et notre capacité à nous remodeler. Les innovations ne remplacent pas non plus l'humain, et comme ça a été souligné par l'enquête tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui on perçoit l'IA comme un assistant, une manière d'augmenter les capacités de nos collaborateurs et d'améliorer la qualité, la traçabilité de nos opérations, la sécurité et la performance. Et dans ce contexte, changer n'est pas toujours facile, ça demande de l'énergie, ça demande de l'énergie à nos équipes. Vous connaissez tous la courbe du changement, la courbe du deuil. On passe par plusieurs états et plusieurs phases face à une situation qui est nouvelle, imprévue pour nous. Et je pense que dans ce contexte, la meilleure manière d'accompagner les équipes, pour moi, il y a 2 leviers essentiels. C'est les préparer à travers la formation, l'apprentissage dont on a beaucoup parlé. On consacre à Fougères 26 000 heures de formation par an.
ce qui représente une moyenne de 26 heures de formation par salarié par an. On investit dans des parcours certifiants. On a créé une école des métiers internes industriels qui est une offre complémentaire à l'offre de formation qu'on peut trouver sur le marché. Beaucoup de tutorat et d'accompagnement. Imaginez, dans le cadre de nos ramp-up d'activité, on a embauché 500 personnes en l'espace de 3 ans. 500 nouveaux collaborateurs qu'il a fallu accompagner, former, tutorer pendant des mois. Des modules de formation en ligne également, avec la création d'une Digital Academy, ou bien encore des simulateurs immersifs, développés notamment avec des startups rennaises, qui permettent de reproduire un certain nombre de gestes professionnels dans un environnement totalement immersif. Et cela avant de commencer à travailler sur des pièces réelles. Et puis la culture d'innovation, pour moi, c'est le deuxième levier important et qui fait partie de notre ADN. C'est encourager les équipes à travers leur curiosité, développer des initiatives à travers des projets collaboratifs, des chantiers de progrès, des partenariats également avec les écoles et les universités. Et je pense que voilà, quand on parlait de changement tout à l'heure et l'énergie que ça suppose, je pense que le management a aussi un rôle à jouer important là-dedans pour donner du sens, rassurer et offrir les moyens de réussir en étant transparent, avec beaucoup de dialogue et d'écoute, pour donner l'énergie aux personnes d'aller se projeter vers le futur. Il y a Alvin Toffler, un écrivain américain et sociologue, vous connaissez peut-être cette citation, qui disait que les analphabètes du XXIe siècle ne seraient pas ceux qui ne savent pas lire ni écrire, mais ceux qui sont pas en capacité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Et je pense que cette phrase, elle résume bien le sens de mon propos, c'est-à-dire faire de l'apprentissage en continu, la capacité à se remettre en question, une force collective, et puis également ce qui nous a permis de relever les transitions passées, la confiance et l'investissement dans les compétences. Merci. Nous allons donc maintenant nous intéresser à un secteur tout nouveau. Clément, vous avez cofondé Unseen Labs en 2015. Vous êtes désormais l'un des leaders mondiaux dans le renseignement de piste spatiale et dans la radiofréquence spatiale et dans la surveillance maritime. Donc, il y a 15 ans, votre secteur n'existait pas du tout et aujourd'hui, vous avez réussi à vous imposer comme l'une des priorités. Qu'est-ce que cela dit de la manière dont les industries stratégiques de demain vont émerger ? Alors merci déjà de m'avoir invité et Unseen Labs avec moi. Je pense que ça veut dire qu'il faudrait être hyper humble par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passait hier et ce qui va se passer demain. Si on refait un peu l'avancée technologique, il y a 80 ans, c'était les premiers avions en réaction qui volaient moyennement bien. Il y a 15 ans, comme vous le disiez, notre domaine spatial, qui est l'accès au spatial à des coûts restreints, je veux dire, donc un accès au PME du spatial, n'existait quasiment pas, un petit peu aux États-Unis, pas du tout en Europe. Et à l'époque, vous parlez d'Elon Musk, il y a 15 ans, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde, et particulièrement en France. Ça n'a aucun sens, ça ne marchera jamais, pourquoi gâcher des millions de dollars, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui rigole par rapport à ce genre de sujet. Et 10 ans après, nous, en 2015, on était quasiment la seule entreprise de type PME qui s'intéressait à ce modèle américain qui était un petit peu bizarre, un petit peu particulier à financer, un petit peu... on était seul face avec nos slides, face un peu au monde entier. Et pour la petite histoire, on était même génération, il y a une autre société qui s'appelait Preligence, que je connaissais plutôt bien et qui maintenant est Safran IA. Voilà, donc il y a une certaine histoire d'entrepreneur. Et 10 ans après, ce qu'on appelle assez mal, je pense, le New Space. En France, c'est des dizaines de milliers d'emplois, c'est des centaines de millions de revenus, c'est de l'export. Nous, on est maintenant 130, on a 17 satellites en orbite. On s'occupe des problématiques de surveillance maritime dans une vingtaine de pays à l'étranger. On a des collaborateurs aux États-Unis, à Singapour, en Europe. Et tout ça sur ce qui virtuellement n'existait pas il y a 10 ans. Donc, en prenant notre cas qu'on peut multiplier avec un certain nombre d'autres entrepreneurs, imaginez ce qui va se passer dans 80 ans. Je ne suis pas hyper à l'aise pour vous donner une perspective. C'est certain que ça ne ressemblera pas à ce qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est certain. J'espère qu'il y aura encore un peu de place pour nous, ou plutôt pour nos descendants. Mais je pense qu'il faut surtout garder en tête qu'on vit des révolutions technologiques de plus en plus rapides. On prend l'IA. L'IA, il y a 5 ans, en fait, c'était une évolution de l'IA d'il y a 20 ans. C'était des modèles, c'était
des réseaux de neurones pour ceux qui savent, etc. Depuis 2 ans, on a l'IA agentique qui est arrivée, qui révolutionne absolument tout et qui, en effet, doit être intégrée aux nouvelles technologies industrielles. Sinon, on va clairement rater le coche, on va rater un tournant technologique. Là, on est passé de phase de 40 ans à phase de 20 ans, phase de 10 ans, on est à des phases de moins de 5 ans de révolution technologique. Donc, dans 80 ans, est-ce qu'on sera à des phases de 6 mois, des phases d'1 an? Aucune idée, mais ce qui est certain, c'est que ça ne ressemblera absolument pas à ce qu'on vit aujourd'hui. J'espère pour le meilleur. Mon message, c'est gardons une certaine agilité, gardons une ouverture d'esprit, regardons ce qui se fait en dehors de chez nous. Éloignons-nous de ce prisme franco-français qui a tendance à être un petit peu, se sentir un peu supérieur aux autres, ou en tout cas dans nos domaines. Regardons vraiment ce qui se fait à l'étranger, je crois que vous le disiez très, très clairement. Apprenons des autres et essayons d'être encore là dans 80 ans. Ce sera déjà pas mal. Très bien. Donc nous avons pas mal parlé des nouvelles technologies. Celles-ci vont très certainement révolutionner la position des salariés et leurs compétences dans les entreprises. Benjamin, comment envisagez-vous l'évolution des métiers dans un groupe comme Orange et comment les salariés peuvent-ils devenir des acteurs et non seulement des bénéficiaires de toutes ces transitions ? Alors je voudrais citer Peter Drucker qui est toujours l'inventeur du management encore à notre époque. Enfin, celle de 2105. La culture mange de la stratégie au petit déjeuner et c'est important de le comprendre parce qu'on est dans un monde VUCA, ça vient de l'anglais volatile, incertain, complexe et ambigu et ça n'a pas changé depuis plus d'un siècle et c'est important de le comprendre parce qu'il a évolué en effet avec les technologies, je pense qu'on l'a tous mentionné plusieurs fois. Ce qui est important, c'est de comprendre comment on s'adapte dans ce monde en utilisant les technologies pour justement augmenter la capacité des humains à se développer, à trouver des nouvelles façons de travailler. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, que ce soit la boulangerie du coin, la start-up, la PME, la grosse entreprise, le groupe international, quelle que soit l'organisation, on va devoir s'adapter tout le temps, constamment et rapidement. Et donc l'entreprise doit investir énormément pour que les technologies soient au bien de l'employé, de la collaboratrice ou du collaborateur. Et je prends un exemple de mes collègues de 2025 qui disaient qu'il y avait 300 IA, assistants IA qui assistaient les téléconsultants. Il y avait des lunettes déjà augmentées en 2025 qui permettaient à des techniciens sur poteau de parler avec un expert dans le bureau. C'est des choses qui ont augmenté les capacités des humains. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, en 2105, il y a une vraie séparation entre les tâches qui sont complexes, difficiles, répétitives, voire dangereuses, qui sont aujourd'hui faites par des robots, enfin aujourd'hui, encore une fois, dans mon époque, qui sont faites par des robots, des IA, peu importe le nom qu'on y apporte aujourd'hui, comparées aux tâches qui sont plutôt créatives, dans l'ordre de l'empathie, de l'humain, de la décision. Toutes ces choses-là, en fait, sont vraiment faites par l'humain, mais l'humain augmenté par les technologies. Et c'est cette notion où le numérique, en fait, est un levier pour transformer l'humain, mais ça nécessite justement que les entreprises s'adaptent constamment et qu'on propose à tous les collaborateurs et les collaboratrices de s'adapter à apprendre, donc d'apprendre à apprendre constamment. Et c'est en ça que justement le monde va changer, c'est que l'humain va devoir s'adapter constamment et apprendre et réapprendre. Et c'est là où on va voir la qualité de l'évolution des entreprises. Merci beaucoup. Magali, vous nous avez beaucoup parlé de souveraineté alimentaire et on comprend que c'est un enjeu de plus en plus crucial. En 2105, notre souveraineté alimentaire sera-t-elle française, européenne ou dépendra-t-elle d'autres blocs économiques ? Eh bien, question très très difficile. On a parlé du Mercosur, on a parlé des exportations, on a parlé de retour de Bruxelles où on est un peu, je crois, déçu du retour de Bruxelles. C'est compliqué. Effectivement, je pense que, en tous les cas, encore une fois, on aura tous besoin de se nourrir et que peut-être qu'il y aura quand même une conscience de retour aux sources pour essayer d'avoir une autonomie. Alimentaire, ça va être compliqué, une autonomie fourragère, pourquoi pas, et qu'on aura un retour quand même à nos territoires, ne serait-ce que la pâture, on a besoin de verdure pour descendre des températures, peut-être pour parer
les problématiques de feu qu'il y aura dans les années à venir et dans les catastrophes qu'on peut connaître ailleurs. Donc c'est compliqué. En même temps, on a besoin de l'Europe et en même temps, l'Europe nous met des contraintes. Nous aujourd'hui, par exemple, on est encore dans le monde génétique à avoir un monde de génétique d'élite, j'ai envie de dire, et de bulles financières plutôt nord-américaines. Et pourtant, on a un grand savoir-faire en France. On a un grand savoir-faire dans tous les pays européens et autres. Et aujourd'hui, en tous les cas, nous on croit, si certains sont encore déçus, nous on essaie en tous les cas de créer des coopératives européennes de génétique et de rallier l'ensemble des pays européens pour créer ce schéma génétique européen, puisqu'aujourd'hui on a plutôt la devise française et le dollar. Nous on veut l'euro en génétique, qui nous permettra effectivement de valoriser les troupeaux et les cheptels et les races françaises et européennes en Allemagne, en Pologne, au Danemark et plein d'autres pays sur lesquels on s'engage tous dans cette voie-là, et de promouvoir tout ça en tous les cas pour qu'on puisse avoir cette souveraineté alimentaire et puis qu'on puisse aussi exporter parce que bien sûr aussi on est des entreprises qui ont besoin de massifier et faire en tous les cas de faire de la production. Donc voilà, c'est à la fois compliqué à répondre. Forcément, on aimerait avoir une autonomie alimentaire et fourragère, et en même temps, on a aussi besoin, comme tous, d'aller exporter nos produits. On a les contraintes climatiques, on a l'Europe qui peut être un enjeu, comme effectivement parfois des règles un peu difficiles à gérer. Voilà, donc d'ici 80 ans, c'est extrêmement difficile à dire, mais en tous les cas, je pense que rien que le fait qu'on ait tous besoin de se nourrir, il y aura quand même encore des élevages en France et partout en Europe. Merci beaucoup Magali. Nous allons nous intéresser au futur de la culture. Nicolas, quelle importance pensez-vous qu'aura la culture et le spectacle vivant, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, à l'horizon 2105 ? Oui, alors déjà aujourd'hui, moi ce que j'ai le plaisir de constater, c'est qu'ici en Bretagne, avec l'orchestre, on sillonne un peu toute la Bretagne et on est très choyé de jouer pour des salles qui sont combles. Et je ne parle pas seulement de l'orchestre, mais même avec les directeurs, directrices de salles avec qui je parle. Le public est au rendez-vous et ça, c'est très encourageant aujourd'hui. Avant de parler du futur, on célèbre les 80 ans du MEDEF. En 1945, ça m'amène à penser à cette célèbre phrase de Winston Churchill qui avait dit « Si ce n'est pas pour l'art, pourquoi nous battons-nous » Et ça me ramène aujourd'hui en 2025 pour vous partager une statistique. Il paraît qu'en Bretagne, 9% des entreprises sont des entreprises mécènes dans le milieu de la culture. Alors j'en profite évidemment, disons une entreprise sur 10 que j'en profite pour remercier très chaleureusement. Et j'en profite pour lancer un défi aux 9 autres entreprises sur 10. J'ai 3 projections à vous partager. D'abord, dans 8 ans, alors passer de 9% aujourd'hui, dans 8 ans, je propose 80%, en l'honneur des 80 ans. 80% des entreprises mécènes ici en Bretagne. Dans 80 ans, vous savez, en 1967, le général de Gaulle était de passage à Montréal. Il avait prononcé un célèbre discours et la phrase clé de son discours, c'était « Vive le Québec libre ». Et là, ça avait suscité, ça avait initié, ça avait mis le feu sur le mouvement souverainiste au Québec. Et ici, ce que j'ai remarqué, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des gens autour de moi qui me disent qu'il paraît qu'en France, il y a certains défis au niveau politique, certains enjeux sur la scène politique. Alors, dans 80 ans, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que si la Bretagne le désire, pourrait se séparer de la France, le Québec sera séparé du Canada, et nous créerons une superpuissance, une nation, une superpuissance économique et culturelle mondiale. Alors ça, c'est ma deuxième projection. Oui, vous pouvez applaudir. Ben oui, absolument. Et ma troisième projection, on a parlé de 8 ans, 80 ans, je vous parle dans 80 jours. Dans 80 jours, l'Orchestre national de Bretagne présentera un magnifique concert gala où nous serons très heureux d'accueillir de nouveaux mécènes qui veulent faire partie du 80% dans 8 ans. Et donc, l'invitation est officiellement
lancé. Cécile Baudouin est responsable du mécénat, vous accueillera à la sortie. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Donc, Patrice, vous l'avez dit, chez Safran, vous avez énormément investi dans la formation, mais vous avez également développé une grande culture de l'amélioration continue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette démarche ascendante, elle vous permet de mieux anticiper et appréhender les transitions à venir ? Oui, l'amélioration continue, dans nos entreprises en général, c'est pas seulement une méthode pour résoudre un problème, c'est une culture partagée avec l'ensemble des collaborateurs. Le site est régulièrement cité au sein du groupe chaque salarié a produit à Fougères 24 idées d'amélioration, 24 suggestions émises et réalisées chaque année. Et donc on espère en 2025, évidemment, et on a démarré il y a quelques années de ça maintenant. Et ces remontées du terrain, finalement, on n'en avait pas forcément conscience au départ, mais quand on nous dit mais c'est quoi finalement la recette d'avoir réussi toutes ces reconversions industrielles majeures, importantes, avec des ruptures technologiques à chaque fois, finalement, quand on regarde le point commun de tout ça, et qu'est-ce qui fait que nos équipes ont réussi à s'inscrire dans ces nouveaux défis et ces nouveaux challenges de production, c'est probablement l'amélioration continue, cette innovation participative qui nous a aidé à anticiper finalement les transformations de deux manières et de rendre les gens acteurs de ce changement. C'est d'avoir une évolution assez fine des remontées du terrain, puisque finalement, qui mieux qu'un opérateur, une technicienne ou un ingénieur pour savoir identifier les changements dans les process, les besoins complémentaires qu'il pourrait y avoir, les opportunités d'amélioration. Donc tous ces retours-là nourrissent un peu nos plans de progrès et puis développent un état d'esprit critique, d'adaptation, de capacité à se remettre en question. À chaque fois qu'on s'entraîne et qu'on s'habitue à proposer, tester, améliorer, du coup ça aide aussi les équipes à accueillir le changement, les nouvelles technologies qui arrivent, comme l'IA ou la robotisation. Et on a le sentiment de moins subir le changement et puis d'en être un peu plus l'acteur. Finalement, pour résumer, chez nous, je dirais que chaque idée d'amélioration, chaque suggestion, c'est une brique qui construit un peu le futur et qui aide les équipes à se projeter vers l'avant. Merci beaucoup. Pour finir, chez Unseen Lab, vous l'avez dit, vous êtes confronté déjà à des points de rupture alors que votre entreprise est toute jeune, avec notamment l'IA agentique, vous nous l'avez expliqué. Comment est-ce que vous arrivez à garder votre capacité d'innovation et de création dans un environnement où tout bouge si vite ? Alors, je ne vais pas dire grand-chose de plus intelligent qui a déjà été dit, vous l'avez dit, c'est l'agilité en fait. Il faut toujours se remettre en question, être agile, incorporer des nouveaux process. Ça passe par des équipes. Tout à l'heure, vous parliez des jeunes, vous avez encore la chance d'en faire partie. Les nouvelles générations sont déjà très orientées, sont très agiles, peut-être plus que les nôtres, et c'est le sens de l'histoire. Donc je pense que c'est une culture d'entreprise, et il ne faut pas oublier que dans une entreprise, il y a certes une direction, des fondateurs, etc., mais toute une équipe derrière. Et si l'équipe n'est pas alignée avec ça, n'est pas capable de le faire, ça complexifie les choses. Dans un bassin breton qui est un peu spécifique, moi j'ai l'impression. J'ai la chance de voyager pas mal en France, un peu partout dans le monde. Ici, il y a vraiment cette culture un peu de l'aventure, de l'entraide. Et je remercie Hugues qui est là, qui a beaucoup joué aussi pour Unseen Labs. Et c'est un bassin où on trouve vraiment cette énergie et cette envie cette agilité, cette envie de faire autrement, cette envie de ne pas baisser les bras. Et je pense que c'est un énorme terreau pour ça, et c'est c'est un énorme avantage pour les entreprises du terrain. Et juste pour terminer, je voudrais vous rassurer, Unseen Labs fait partie déjà des 10% d'entreprises mécènes, d'événements musicaux en particulier. Pas encore l'orchestre, mais déjà plusieurs événements, et c'est important. C'est pour terminer sur un fil rouge, hein, ça fait quelques milliers d'années que le fil rouge de l'humanité, ça reste la musique et le théâtre vivant. Je ne sais pas où nous on sera en tant qu'entreprise privée dans 80 ans. J'ose espérer que vous, le théâtre, la musique en tout cas, nous, ça nous tient à cœur dans la famille Gallic. La musique, surtout, vous serez là. Nous, après, à notre travail pour encore être là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5 pour avoir participé à cet échange.